D'abord, je vous remercie de m'accueillir à Pau. Je suis très heureux d'être là. Alors, pour me présenter brièvement, j'ai écrit un certain nombre de livres sur mon truc, c'est les stratégies des villes. Et avant d'écrire des livres sur les stratégies des villes, j'ai été directeur d'agence d'urbanisme dans une ville intermédiaire qui n'a rien à voir avec Pau, puisqu'elle est au bord de la mer, que le taux de chômage était de 20%, qu'elle est proche d'une métropole, mais elle avait quand même, elle aussi, 70 000 habitants et 200 000 d'agglomération, c'était Saint-Nazaire. Donc ça m'a quand même donné une sensibilité dès le départ à la question des villes intermédiaires, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis intéressé aux stratégies des autres villes, parce que nous étions vraiment dans une situation beaucoup moins confortable que vous, puisque nous avions 20% de taux de chômage et des chantiers navals qui perdaient de l'emploi. Alors je ne sais pas, oui, il faut peut-être charger ma présentation. Diaporama, comment ça se fait? Voilà. Donc je ne sais pas, oui, ça marche. Alors, je vais d'abord vous parler de la problématique des villes intermédiaires, et puis vous montrer qu'elle peut être abordée par différents canaux. Alors d'ailleurs, je crois que je prêche un peu les convertis, parce que j'ai cru comprendre que votre réflexion sur le PLUI était à la fois parallèle à celle que vous veniez sur le PLH, sur le PDU, donc il y a différentes portes d'entrée, et la question, effectivement, c'est de faire converger tout ça, c'est l'objectif que vous êtes fixé pour l'année 2018, enfin, avec échéance en 2018. Donc d'abord, la problématique des villes, en fait, elle peut se résumer de façon très simple, et ça concerne aussi bien les métropoles que les villes intermédiaires, par l'équation plus de défis, plus de solutions, plus d'acteurs. Alors je vais le développer un peu. Plus de défis, c'est aujourd'hui aux territoires et aux villes d'inventer leur modèle économique. Moi, j'ai souvent assisté à des présentations d'experts en macroéconomie qui disaient aux maires, la macroéconomie ne peut rien pour vous. C'est à vous de vous débrouiller. Et je crois qu'ils ont raison de le dire, c'est au moins franc. On voit qu'aujourd'hui, il y a même les métropoles qui bénéficient d'un effet d'échelle ont des stratégies très différentes. Le modèle économique de Nantes est très différent de celui de Toulouse, qui lui-même n'est pas celui de Grenoble et qui n'est pas celui de Strasbourg ou de Lyon. Le phénomène majeur que expliquait bien le président, c'est la polarisation des richesses, c'est la compétition entre les villes. 600 régions urbaines fabriquent 60% de la valeur ajoutée mondiale, c'est ça la réalité. Et on a cru à un moment donné que le numérique pourrait pallier à cette polarisation, puisqu'on se disait finalement avec le numérique on pourra créer des emplois n'importe où. En fait, l'industrie la plus concentrée du monde, c'est l'industrie du numérique. C'est l'activité numérique. Tous les grands du numérique sont dans un rayon de 8 km autour de Palo Alto. Donc il ne faut pas trop rêver sur ce qu'on avait appelé le monde horizontal, où tout le monde tous les points seraient à la même distance des autres. Deuxième élément qui, lui, est peut-être positif pour les villes moyennes, c'est la progression des coûts urbains. Le président le signalait. Dans le budget des ménages, l'ensemble logement plus déplacement a gagné 5 points de ce budget depuis 15 ans. Donc ça pèse énormément. Effectivement, ça crée des mouvements de reflux hors de la région parisienne, que pour l'instant sont plutôt les métropoles qui les captent. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour Nantes. Effectivement, Nantes a vécu beaucoup pour capter les gens qui fuyaient Paris et les entreprises, puisque les entreprises comme Waterman, par exemple, a suivi ces cadres pour venir s'implanter à Nantes. Mais les villes moyennes peuvent très bien s'inscrire dans ce mouvement si elles remplissent, ou les villes intermédiaires, si elles remplissent un certain nombre de conditions. Deuxième type de défi qui s'est accentué et polarisé sur les villes, les défis écologiques. On sait très bien que les organisations sont données par les États à la COP21 et que la mise en œuvre, elle sera différente d'un territoire à l'autre en fonction des ressources énergétiques. Donc ce sont aux villes et aux territoires de mettre en œuvre l'objectif de réduire d'un facteur 4 les émissions de gaz à effet de serre. Défis sociaux, ça fait très longtemps que l'État s'est défaussé sur les villes pour gérer les questions sociales et sociétales. Et pour ajouter pour les villes intermédiaires un quatrième élément, c'est qu'on sait très bien que tout le système de redistribution interterritoriale qui a relativement bien fonctionné en France depuis 20 ans, puisque les régions pauvres comme le Limousin
ont rattrapé en termes de pouvoir d'achat les régions. Enfin, l'écart s'est resserré entre les différents territoires. On sait que cette logique-là, qui a fonctionné à coup d'argent public et de prestations sociales, elle atteint une limite. Hier, on raisonnait le développement territorial avec deux modèles. En gros, une industrie qui tirait et des fonctions administratives, des fonctions de capital, qu'est le président. Aujourd'hui, on va vers des choix où il y a une dizaine, une quinzaine de systèmes économiques, de modèles économiques, plus ou moins émergents, plus ou moins marginaux, mais qui ajoutés les uns aux autres, finissent par former des solutions relativement différentes. J'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième élément, la mobilité. On raisonnait à 4 modes, auto, bus, train et marche à pied. On va sur des villes. La semaine dernière, j'étais à un séminaire de la ville de Paris. Les gens de la ville de Paris disaient on ne sait absolument pas comment va fonctionner notre mobilité dans 15 ans. Il y a une trentaine de modes. Eux, ils sont sûrs que la voiture, chez eux, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire partout, en tout cas, carburant fossile perdra du part de marché, mais ils ne savent pas quels sont les modes et les systèmes de mobilité qui vont s'y substituer. Ils savent qu'ils sont en train de foisonner dans tous les sens. Les filières énergie renouvelable, vous avez la géothermie, il y a une dizaine d'autres filières possibles, et qui sont également des sources à la fois de valeur et d'indépendance territoriale. Tout ça, c'est évidemment boosté par les applications numériques, mais c'est également boosté par des innovations sociales, on parle, qui aujourd'hui prennent place dans l'urbanisme. Alors, troisième élément de l'équation, c'est plus d'acteurs. Alors, ce plus d'acteurs, il s'adresse aussi bien à ceux qui fabriquent la ville. On voit arriver des nouveaux entrants. Par exemple, aux États-Unis, on voit par exemple Uber qui propose à certaines villes de remplacer leur réseau de transport en commun par des systèmes de taxi à la demande, ce qui n'est pas forcément idiot d'un point de vue économique. On voit aussi des sociétés de numérique qui rachètent des parkings parce qu'elles ont double la rentabilité en les dopant avec un système de réservation électronique, ce qui fait qu'il n'y a aucune place vide. Donc il y a plein de nouveaux acteurs. Les universités, alors le président tout à l'heure a dit qu'il était partie prenante dans le projet, mais aux États-Unis ou dans d'autres pays, les universités sont des promoteurs immobiliers. C'est-à-dire que leur campus, elles ne se contentent pas de demander des sous à l'État ou à la région pour qu'ils l'entretiennent. Ils valorisent le foncier, qui est souvent très important. Ce qui est en train de se faire à Lyon, et ça pose des problèmes de déontologie, parce qu'avant l'université était une espèce de domaine gardé. Donc, faire cohabiter des activités commerciales des étudiants, ce qui se fait dans tous les campus américains, mais ce qui ne se fait pas en France, ça, ce sont des nouveaux acteurs possibles. Et puis, alors maintenant, il y a aussi ceux qui utilisent et qui votent, et je conseille la lecture d'un livre qui s'appelle L'urbanisme de la vie privée, qui a été écrit par un ancien fonctionnaire du ministère de l'Équipement, qui explique qu'en fait, à partir des années 75, l'État a eu beau produire des règlements d'urbanisme et de la planification. L'urbanisme, il s'est fait par les désirs de milliers de personnes, désirs individuels, qui ont choisi d'habiter là, choisi de travailler ici. Et il faut savoir que dans une ville comme Rennes ou Nantes, 50% de l'urbanisation se fait en diffus en dehors du périmètre du SCOT. Donc si on ne pense pas au désir des gens d'habiter en dehors des clous, c'est-à-dire que l'époque de la construction où les gens n'avaient pas de logement et pas de voiture, on disait « t'as un HLM là, t'y habites », et ils disaient « merci monsieur », c'est fini. Je veux dire que maintenant, les ménages, dont certains travaillent et d'autres ne travaillent pas, ont des choix de vie qui sont complètement foisonnants, et si on ne les comprend pas, on peut planifier tout ce qu'on veut, on est à côté de la plaque. Donc ça vous donner un premier tableau du paysage. Évidemment, en plus, ces acteurs, ils ont envie de s'impliquer. Parfois, ils financent aussi. Ici, vous avez la photo d'une passerelle à Rotterdam qui a été financée par du crowdfunding. C'est des habitants qui ont décidé qu'ils avaient assez de faire un détour d'1 kilomètre pour traverser une voie ferrée. Ils ont cofinancé la passerelle. Donc, ça va vous montrer que alors, on peut avoir des énergies. La ville, l'urbanisme, comme disait le président, c'est de l'humanisme. C'est un champ de rêve. À partir du moment où on en fait un rêve, qui peut être très très mobilisateur, et beaucoup de gens sont prêts à se mobiliser pour leur ville si on leur donne des choses à faire, et pas seulement des réunions publiques où ils vont poser 2-3 questions et repartir après. Alors, tout ça pour vous dire qu'on est cette problématique, plus d'acteurs, plus de défis, plus de solutions, plus d'acteurs, elle change complètement la logique de la planification.
La planification, là j'enfonce un peu une porte ouverte parce que j'ai compris que vous étiez déjà dans la phase de droite. Mais hier, la planification, c'est très simple. Hein. On disait, il y a un modèle de développement, c'est de faire des zones d'activité et de loger des gens avec des lotissements. Il y a tant de personnes, le modèle ONFAL de l'INSEE disant il y aurait tant d'habitants dans le logement, tant de mètres carrés par bonhomme, et on beurrait le territoire. C'était ça la planification. On raisonnait selon le principe de l'objet urbain, hein, on s'intéressait à l'objet ville, mais pas du tout au sujet, aux gens qui vivaient dedans. On produisait des formes, et tout ça, c'était assez facile à faire entrer dans un plan. Ça, c'est une question de répartition, de tuyaux entre les zones d'activité et les zones de résidentiel, qui étaient des tuyaux essentiellement routiers, et c'était le poste. Moi, j'en ai fabriqué, enfin, j'ai contribué à fabriquer des postes il y a quelques décennies. Aujourd'hui, on voit que d'une part, il n'y a pas un seul modèle de développement possible, mais il y en a plusieurs, qu'il y a des acteurs qui ont des idées et qui interfèrent de façon très sérieuse dans le développement, qu'il y a des innovations techniques et qu'il y a aussi des lieux, des paysages qui ont des histoires, qui racontent des choses, qui impriment leur ombre portée, leur histoire sur le développement. Et tout ça, ça doit être mis en œuvre dans une stratégie. Alors, j'ai bien compris que j'enfonçais là un peu une porte ouverte parce que vous étiez déjà dans cette démarche-là. Enfin, je le rappelle quand même parce que c'est pas, quand on parle de planification, c'est pas forcément quelque chose qui est... Disons, beaucoup de gens raisonnent encore comme si c'était la méthode ancienne. Alors, pour maintenant, je vais rentrer dans plusieurs portes d'entrée. Si je prends l'économie. Hier, comme je vous le disais, une industrie motrice, des fonctions administratives, ça faisait en gros une ville, Toulouse avec l'aéronautique, puisque capitale régionale, Pau avec ses fonctions administratives, et puis les industries aéronautiques et Total. Aujourd'hui, une économie, d'abord on a découvert le premier temps part de l'économie résidentielle, qui est importante à Pau, puisque je crois que d'après l'étude que j'ai vue de l'agence d'urbanisme, vous avez un modèle qui est relativement équilibré entre économie résidentielle, économie productive, économie publique, hein, donc c'est un bon atout, mais aussi du tourisme urbain. Une ville comme Nantes fait 5% de son PIB sur du tourisme urbain, de l'économie, alors tout ce qui se décline autour de l'écologie, modèles économiques plus ou moins sociaux et solidaires, qui sont en train d'émerger, mais qui chacun ne représente pas grand-chose, mais quand on les ajoute, ça finit par peser, c'est pas ça qui va remplacer une économie productive, mais ça peut permettre à certains territoires, en tout cas en difficulté, ce qui n'est pas votre cas, mais de se trouver, moi je pense par exemple à une ville comme Los-en-Gohelle dans le nord, qui s'est reconvertie sur les énergies renouvelables, parce que c'est un ancien bassin minier qui n'avait pas d'autre avenir. Au Danemark, ce sont les collectivités qui produisent les énergies renouvelables, et ça représente à peu près 5% du PIB, donc 5% de leur valeur qui est faite sur la production d'énergie. Et le pays envisage d'être autonome en énergie à l'horizon 2030. Donc on voit bien qu'il y a un transfert de valeur entre le pétrole qu'on importe et qu'on paye, qui rentre dans le déficit de la balance commerciale, vers une énergie qui, elle, va être produite localement. Alors, tous ces modèles, ils ont une caractéristique, c'est que, pas tous, mais beaucoup d'entre eux ont des conséquences en termes d'aménagement spatial. Je vous donne quelques exemples. Vous ne devinerez pas que la première image, c'est celle de Saint-Nazaire, où justement on avait décidé avec le maire, on se disait on ne peut plus y rester dans le monopole de l'industrie, dans la dépendance industrielle. On a fait tout un travail pour rendre notre ville attractive sur le plan résidentiel, et on a d'ailleurs en partie réussi, puisqu'on a un marché. L'INSEE nous prévoyait une perte de 5000 habitants, et on en a gagné 5000, donc enfin sur 20 ans, parce que l'INSEE avait ce modèle qui était uniquement axé sur l'économie, l'effet moteur de l'industrie, et puis en fait, donc vous voyez que l'économie résidentielle, c'est une réalité. Après, vous avez le quartier de la création à Nantes. Nantes, qui était une ville, on l'appelait la Belle Endormie, plutôt triste et sinistre il y a 30 ans, moi je l'ai connue à cette époque-là. Aujourd'hui, est devenu un foyer de créativité qui attire des cultureux, peut-être pas du monde entier, mais en tout cas d'Europe ou de France, qui viennent, se disent là, à Nantes, j'ai une chance de réussir, de trouver un public, de créer, et là, il y a tout un quartier dit de la création. Autre forme, c'est des fermes urbaines à Montréal. Là, vous avez un lieu que je vous conseille d'aller voir parce que c'est pas loin, c'est la cité Darwin à Bordeaux, qui est un lieu d'économie alternative qui a quand même créé 400 emplois dans une ancienne caserne
des modèles émergents dans une ancienne caserne militaire. Et puis évidemment, vous avez des centres de coworking qu'on voit fleurir un peu partout. Donc, ce sont quelques exemples, mais qui vous montrent que ces nouveaux modèles économiques, il faut aussi les penser en termes d'accueil spatial. L'autre question économique qui est fondamentale, comme disait le président, c'est les questions du coût urbain. C'est comment et c'est effectivement la chance des villes intermédiaires, c'est de pouvoir être compétitif sur le plan des coûts. Alors quand on parle des coûts, il ne faut pas raisonner uniquement sur les coûts d'immobilier, où effectivement vous avez, d'après l'étude de l'ODAP, vous avez des prix modérés et un ratio. Je crois qu'en 5-6 ans, un revenu moyen peut devenir propriétaire d'un logement. Il faut aussi considérer les coûts de mobilité. Et là, quand on regarde la réalité des choses, pour les communes rurales, le rurbain, c'est-à-dire le rural-urbain, ces coûts de mobilité sont considérables. Quand on a deux voitures et qu'on est obligé d'avoir deux voitures pour fonctionner et qu'on fait chaque élément du couple fait 50 km par jour, ça finit par chiffrer à la fin du mois. Et finalement, l'avantage logement, il est quand même fortement mangé par le coût de la mobilité. Le coût de la mobilité, aujourd'hui, qui est supportable, si on imagine ce qui s'est produit il y a quelques années, qu'il y a des problèmes sur le pétrole, etc., ou qu'il y a des crises au Moyen-Orient, c'est des coûts qui peuvent très vite basculer et devenir un handicap. Donc il y a vraiment une question dans la gestion de cette question, une des questions que vous pouvez peut-être vous poser dans la fabrication de votre PLUI, c'est quels sont les coûts de fonctionnement de Pau. Est-ce qu'on est compétitif par rapport à d'autres? Parce que c'est vraiment un élément. La qualité, vous l'avez. Il ne faut pas que vous fassiez emmener, par exemple, comme la côte basque, sur des prix immobiliers qui deviennent prohibitifs. Eux ont un problème. Ils ont la qualité de vie, mais ils sont emmenés dans un système où il y a une hausse des prix qui fait que c'est très difficile, enfin, ça devient un handicap pour créer des entreprises. Donc, dans le PLUI, vous avez deux aspects qui peuvent être pris en compte pour éviter que les coûts flambent. D'une part, l'assouplissement des règlements d'urbanisme. Il ne faut pas oublier que ce qui a fait monter les prix urbains, le gaspillage du sol, il a été largement encouragé par les anciens POS, qui avaient ce qu'on appelait des coefficients d'occupation des sols qui étaient souvent très bas, notamment dans les communes rurales ou les petites communes. On disait on ne construit pas plus de 0,10, 0,15 sur un terrain. Donc tout ça conduit c'est un véritable pouce au crime qui a conduit à bouffer du terrain. Et aujourd'hui on le paye. Il faut peut-être réexaminer ces anciens documents d'urbanisme. Et puis le deuxième élément, c'est la question du système de mobilité. Comment vous allez organiser votre mobilité dans 30 ans. Alors je crois que hier on raisonnait encore en termes de transport, on disait on fait des infrastructures et puis des voies. La mobilité c'est autre chose, c'est la façon dont on peut accéder, une personne d'un endroit donné peut accéder à un certain nombre de services d'autres personnes par différents moyens. Donc c'est l'espace public, les interfaces sont très importants. Bien sûr l'éducation, j'en reviendrai tout à l'heure. On raisonne en termes de système. Et évidemment le smartphone, les logiciels, les applications jouent un rôle très important. À Lyon par exemple, vous avez une application qui s'appelle Optimode qui vous permet vous tabulez sur votre truc, on vous dit vous prenez le bus, vous changez là, vous prenez un vélo, et en 15 minutes vous êtes à votre... Je crois que le président parlait d'identité, et c'est vrai qu'une des composantes de l'identité, on le voit pour beaucoup de villes, c'est le système de mobilité. Alors bien sûr, vous avez le funiculaire, mais ça ne suffit pas pour une agglomération. On voit que beaucoup de villes aujourd'hui, et un exemple le plus emblématique, c'est Medellín, une ville de Colombie qui était complètement bouffée par la drogue, etc., et qui a réussi à rebondir grâce à un téléphérique qui s'appelle le téléphérique social, qui a permis de désenclaver des favelas. Et cette ville, aujourd'hui, sur tous ses prospectus, elle met la photo de son téléphérique. Londres aussi a beaucoup communiqué sur son nouveau bus impérial, Venise et sur ses gondoles. Enfin, beaucoup de villes peuvent être raccrochées à leur système de mobilité. Vous avez un essai avec Bayonne, qui est une petite navette. La Suisse est quand même un pays peut-être un peu comparable à votre région, qui a un système où le rail
à 20 ans d'avance sur nous. Je veux dire, en termes de fréquence, de fiabilité. Vous avez Besançon, qui est une ville intermédiaire qui s'est lancée dans le tramway. Bon, un choix qui a été très contesté, mais qui montrait que ce n'était pas seulement un choix de mobilité, c'est aussi un choix d'identité. Le tramway de Bordeaux, on a beaucoup critiqué le fait qu'il passe sur les quais, ce qui permet de desservir qu'une moitié de la enfin, en fait, si on raisonne transport, on dit oui, c'est vrai. Si on raisonne identité, c'était le bon choix. Parce que ce tramway qui passe sur les quais, qui a permis de réhabiliter complètement les quais de la Garonne, a donné à la ville une identité très forte. Moi, j'aime. Alors, si on regarde quel est votre système de mobilité, moi j'aime bien cette carte en haut que vous trouvez sur une fresque sur la gare de Bordeaux et qui vous montre comment était le système de mobilité du Béarn au début du XXe siècle. C'était essentiellement le rail, les gens n'avaient pas de voiture et vous avez deux petites lignes, c'était ça votre système de mobilité. Aujourd'hui, l'agence d'urbanisme vous montre un système qui est routier, essentiellement 80-90%, avec deux pôles, le pôle Pau et le pôle littoral, mais deux pôles qui communiquent relativement peu ensemble. Et la troisième carte, elle vous montre quand la LGV sera prolongée après Bordeaux. Bon, je sais qu'actuellement c'est pas l'heure du jour, mais il faut quand même se projeter dans l'avenir. Voilà, le rouge, c'est tout ce qui sera à moins d'une heure de Bordeaux. Donc vous êtes un peu à côté. Donc c'est pour vous dire comment, quand le président disait qu'il faut se projeter à un niveau, pas seulement dans le Grand Ouest, mais à un niveau mondial, quel sera votre système de mobilité dans 30 ans, aussi bien en interne qu'en accessibilité externe. Est-ce que votre aéroport sera relié au réseau rail? C'est plein de questions que vous pouvez vous poser. Enfin, je crois que c'est très important de vous interroger sur votre système de mobilité parce que ce sera un des éléments de votre compétition. C'est pas seulement le fait d'être connu ou pas connu, ce sera un des éléments de votre rayonnement. Alors, on va revenir, on va aller plus. Troisième angle d'attaque, c'est là on est plus proche du sujet du PLUI. Je crois qu'il y a un malentendu avec la densité. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas parler de densité, parce que c'est un mot qui effraie. À juste titre, les gens, quand on parle de densité, les gens ont immédiatement des tours ou un entassement. Je crois qu'il faut plutôt parler de compacité. C'est-à-dire, la compacité, c'est pas forcément des densités élevées, c'est des petites masses critiques, c'est des courtes distances et c'est une mixité fonctionnelle. Alors je crois que la vraie question, en fait, c'est pour un pays comme le vôtre, c'est de réinventer le bourg. Moi, je ne connais pas votre territoire, mais j'ai été enquêté autour de beaucoup de métropoles, comme Nantes, Rennes, Paris, et je suis atterré de voir que dans des communes de 3000 ou 2000 habitants, on est quasiment obligé de prendre sa voiture pour aller chercher son pain ou emmener ses gosses à l'école. Pourquoi? Parce que le Conseil général a décidé de mettre le collège en haut à droite, que le Leclerc s'est mis en bas à gauche, que finalement toutes les fonctions qui étaient au centre du bourg, qui étaient là, elles se sont explosées, et dans des villes de 3000 habitants, faites l'étude ici, vous voyez que souvent les trottoirs sont de cette largeur-là pour laisser passer les voitures, les poids lourds. Une mère ne peut pas pousser une poussette d'enfants dans des communes de 3000 habitants. Je pourrais faire une liste très longue de villes qui devraient être à l'échelle humaine et qui, dans les faits, sont complètement dépendants de la bagnole. Et je crois que c'est plutôt là-dessus qu'il faut essayer de travailler que sur les liaisons domicile-travail. De toute façon, compte tenu de la morphologie de votre territoire, vous ne ferez pas venir tout le monde à Pau en train d'ici 15 ans. Il ne faut pas y rêver. Vous resterez beaucoup dépendant de la voiture. Mais par contre, cette dépendance-là, elle est très importante. Et une des clés, et là je m'adresse particulièrement au président de la Chambre, c'est l'urbanisme commercial. Je crois que l'urbanisme commercial, c'est un élément fondamental de la structuration de l'espace. Et voici le système classique, et ça, c'est effectivement, une grande surface comme ça, c'est la mort de tous les centres commerciaux des bourgs qui sont à moins de 10 km. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de villes ont choisi, nous à Saint-Nazaire, on avait choisi de faire un centre commercial en plein cœur d'agglomération, ce qui exigeait d'avoir évidemment la complicité de la Chambre, puisque on n'a pas pu le faire. Donc à l'époque, il y avait encore des CDUC. L'autre exemple, c'est Tourcoing. Et je crois qu'à Pau, vous êtes parti sur cette même idée, mais c'est un élément fondamental de la planification.
Autre élément de la compacité, c'est le rôle de la nature dans la ville. Alors, vous avez aujourd'hui beaucoup d'architectes urbanistes qui se disent, pour faire la qualité de vie, on va beurrer du verre, on va mettre du verre dans le plan et de l'espace. La vraie question, c'est quelle est l'utilisation de cette nature dans la ville. Aujourd'hui, en France, on est encore sur des... Ici, certains d'entre vous l'ont peut-être reconnu, c'est un mauvais exemple qui est à 120 km d'ici. Mais ça vous montre la pauvreté de ce que peut être un espace vert, souvent dans les grands ensembles. Et aujourd'hui, les Norvégiens ou les Danois, eux, travaillent sur des espaces publics où ils font cohabiter une cinquantaine d'usages. Donc, qui vont du tir à l'arc au ski de fond, ou tout ce qu'on veut, mais il y a une variété de la valeur qui est créée dans l'espace public. Et je crois qu'au lieu de mettre du verre partout, il vaut mieux s'interroger sur la façon dont il peut avoir un usage. Et ce qui est énorme, hein, parce qu'il peut avoir des usages aussi bien nutritifs, sociaux, climatiques, sportifs, symboliques, etc. Autre élément de la compacité, mais ça je vais passer rapidement parce que Jean-Yves Chapuis vous en parlez cet après-midi, c'est la question de la multipolarité. Donc et vous avez déjà vous-même beaucoup réfléchi là-dessus, d'après ce que j'ai compris, puisque vous avez déjà fixé et arrêté vos pôles secondaires, donc je passe. Autre élément de la compacité, c'est les gares, comment on organise l'espace autour des gares. Ça c'est un élément absolument central dans la mesure où aujourd'hui le système métropolitain est en train de se structurer autour des gares TGV. Donc vous aurez 1 million de mètres carrés de bureaux autour de la gare Saint-Jean, dans année, ou peut-être un peu moins, enfin mettons 400 000 au début. Comment vous êtes connecté avec ça? Alors nous, avec Saint-Nazaire, on avait compris que Nantes allait se faire 300 000 mètres carrés de bureaux près de sa gare. On avait fait modestement 15 000 au pied de notre propre gare, parce que tous nos bureaux étaient disséminés en fait dans des autres parcs d'activités en périphérie de la ville. Et ça, je crois que c'est un élément très important de la structuration de notre espace, c'est ce qui va se passer autour des gares. Et alors, vous voyez un exemple de ville intermédiaire qui était vraiment dans la panade. C'est Nevers, une ville qui avait perdu 10 000 habitants sur 60 000 en 20 ans, c'est beaucoup. Alors, on ne le dit pas beaucoup parce que les villes n'aiment pas faire de publicité là-dessus. Bon, elle a décidé de réinvestir une caserne qui est près de la gare et qui s'appelle l'Incube. C'est un lieu qui va être un lieu pour start-up du numérique. Mais la clé, c'est que c'est près de la gare. Parce que le gars qui vient de Paris, qui a 2 heures de train, il n'a pas envie en plus de prendre un taxi pour aller dans une lointaine zone d'activité, reperdre, etc. Alors, une autre porte d'entrée, c'est la dimension écologique et énergétique. Je vous disais tout à l'heure, et là il y a un modèle économique. Vous avez peut-être de la géothermie, mais peut-être aussi d'autres ressources. Et je crois que ça aussi, ça peut être intégré dans votre PLUI. D'autant que l'électricité, si vous en produisez, il faut la stocker. Alors je vous donne un exemple, c'est un travail qui avait été fait pour Grenoble, qui avait fait un scénario de ville complètement indépendante, très fortement dépendante en énergie, donc avec couverture du périphérique par le photovoltaïque. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait du courant? Et la réponse, c'était on fait un lac artificiel en altitude, pour ce que font les Suisses et qui leur apporte beaucoup d'argent, parce que vous savez, quand les éoliennes allemandes tournent à plein régime et que les Allemands ne savent pas quoi faire de leur courant, les Suisses leur disent vous nous payez, on vous le prend. Et donc ils se font payer pour remonter prendre le courant dans leur pompe et remonter de l'eau dans des lacs. Et le lendemain, quand les Allemands ont un peu froid parce qu'il n'y a plus de vent, ils leur revendent le courant dans l'autre sens. Donc le stockage de l'électricité, c'est un enjeu très important et c'est un enjeu qui se gère bien dans des villes où il y a du relief, parce qu'on peut faire des lacs qui peuvent avoir d'autres usages. Enfin, là, il y a une question, en tout cas, du stockage de l'énergie qui va être problématique, puisque on va monter la part des énergies renouvelables, elles sont toutes aléatoires, et il y a des moments où il faut savoir les stocker. Toutes ces énergies demandent de la surface. J'ai mis alors ça va, pour faire 1000 kWh, il faut 1000 m² avec de la biomasse, 3 avec des capteurs solaires photovoltaïques, mais tout ça, ça correspond bien à la structuration d'une ville intermédiaire. J'ai travaillé par exemple sur un scénario de l'indépendance de Paris qui voudrait être zéro carbone. Il faut un rayon de 80 km autour de Paris pour trouver l'énergie. Donc ça marche pas, quoi. Je veux dire, par contre, des villes intermédiaires qui ont des surfaces disponibles peuvent vraiment inventer des systèmes énergétiques intéressants. Enfin, la dernière dimension, le président l'évoquait bien, c'est
l'urbanisme et de l'humanisme, c'est la dimension culturelle, l'attachement, le fait que les gens partent pas. Moi, je l'ai vécu à Saint-Nazaire, à un moment donné, on était à un moment donné où les jeunes disaient, bon, Saint-Nazaire, c'est naze. Donc on part, on croit plus notre ville. Et là, quand une ville commence à rentrer là-dedans, vous allez être très loin, je vous rassure, mais ça devient très mauvais parce que quand vous perdez des habitants, vous perdez de la ressource, donc vous rentrez dans une spirale du déclin c'est un peu Saint-Étienne, si vous voulez. Hein, c'est très difficile de remonter. Donc, ce qui fait quand même la force d'une ville, à un moment donné, et sa capacité à encaisser des chocs, parce que la vie des villes n'est pas un long fleuve tranquille. Hein, il y a des périodes fastes, il y a des périodes moins fastes. Pour l'instant, vous êtes dans une période faste. Peut-être que demain, ce sera aussi faste. Peut-être que demain, ça sera un peu moins. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est important quand on construit une ville, c'est qu'il y ait un attachement, une identité culturelle, et qu'elle soit dans le cœur des hommes, comme disait le président. Et donc ça se travaille aussi, l'attachement, les services. Alors vous avez des racines fortes, mais il faut aussi savoir les projeter dans l'avenir. Un bon exemple de travail là-dessus, c'est comment Lyon a transformé les fêtes de la lumière, qui est une ancienne fête religieuse qui était dans la tradition, qui est maintenant devenue une scène internationale de l'éclairage avec tous les artistes du monde. Donc la continuité entre des racines et un projet qui se projette dans l'avenir. Alors, bon, ce petit usine à gaz, c'est simplement pour vous montrer que tous ces... Vous avez différentes portes d'entrée, si vous voulez, pour rentrer dans un projet urbain, par l'écologie, par l'économie, par le social ou le culturel. Et tout ça, à un moment donné, ça se croise, ça interfère, parce que si vous voulez de l'espace pour faire des énergies renouvelables, bon, il faut les intégrer dans des capacités, etc. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, qu'il y ait une stratégie, une vision commune. Alors, pour illustrer mon propos, vous me dites, je suis dans le... Et sur mon propos, je vais prendre la question des centres-villes, des villes intermédiaires, une question sur laquelle j'ai fait un petit travail l'année dernière avec la Fédération française des villes moyennes, et qui est une vraie question. Alors vous avez, ça se passe bien, le président dit que vous avez ouvert des commerces, mais ce n'est pas le cas de nombreuses villes moyennes, et peut-être pas toutes celles de l'agglomération. Il y a vraiment un gros problème de déperdition. C'est une problématique qui est déjà très ancienne, mais qui s'est accélérée en fait depuis 2008, avec la réduction de certains services publics, avec la concurrence du numérique, de l'e-commerce, avec le fait que les grandes surfaces aujourd'hui sont dans des logiques un peu à la limite du suicide, c'est-à-dire on prend des positions, mais on sait que c'est pas rentable. Il y a déjà, moi j'ai travaillé à Toulouse sur un atelier où comment on anticipait le fait que l'Auchan allait se casser la gueule, enfin allait perdre du chiffre et qu'on allait avoir une friche commerciale. Donc il y a vraiment un problème sur la question des centres-villes. Alors, je ne vais pas vous lister tout ce qui est... Donc, en fait, la conclusion, pour faire court, de ce séminaire, où il y avait un certain nombre de maires, de Cahors, de Vitré, de Nevers, ou de gens de villes intermédiaires, c'est qu'il faut arrêter les politiques de l'empilement de petites mesures. Il faut vraiment avoir des visions stratégiques si on veut dynamiser les centres-villes. Alors, voici par exemple comment... si on prend les interventions lourdes, elles se sont dit, on a fait des petites cartes. Au début, il y a 30 ans ou 40 ans, on parlait que de patrimoine, et puis maintenant, on a une dizaine d'interventions qui vont des programmes de bureau, vélo. Par exemple, je travaillais pour Niort. Bon, à Niort, on cherchait à revitaliser le centre-ville, mais la Chambre de commerce, elle avait décidé, qu'il y avait un magnifique bâtiment en plein cœur de la ville, elle avait décidé de le vendre et d'aller s'implanter ailleurs. Donc ça faisait 50 emplois qui en fait allaient dévitaliser le centre-ville. Vous voyez, donc les incohérences, donc après ça, donc il y a des villes qui, Bayonne s'est lancé dans une navette électrique, enfin, on peut faire toute une liste de parkings en silo, etc. Il y a eu donc quelques réponses, je citais Saint-Nazaire, quoi ça c'est la place de la Brèche à Niort, la navette de Bayonne, le tram de Besançon, des réponses légères, alors on a fait de l'animation, des circuits courts alimentaires, etc. L'offre de santé qui est très importante, si les médecins vont implanter leur cabinet dans une zone d'activité en périphérie, c'est la digitalisation de centre-ville, c'est les tiers-lieux, donc les vitrines, le Wi-Fi dans l'espace public, de la vidéosurveillance, enfin, toutes ces mesures qui ont été mises en œuvre par des villes, avec, vous voyez, 40 actions, tout ça, des petits bricolages de cabanes de Noël, et puis management, on a fait des FISAC, des managers centre-ville, etc. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il faut que
l'avenir d'un centre-ville dans une ville intermédiaire, il se juge sur 4 piliers d'identité, le logement. Si les commerces, on sauve les commerces mais que les logements partent, c'est pas bon. Et à Pau, vous avez quand même 16% de logements vacants, donc c'est une question à surveiller. Et puis l'économique. L'économique, c'est pas seulement les commerces, c'est aussi les bureaux, les activités, tous les gens qui finalement vont nourrir le commerce. Parce que les emplois, si toutes les activités, bureaux, et à Niort on avait le problème, c'est que les assurances qui étaient initialement dans le cœur de la ville, allaient toutes dans les zones d'activité périphériques, donc c'était la dégringolade du centre-ville. Donc tout ça pour vous dire que, à un moment donné, quand on fait un projet de territoire, il se pose la question de la gouvernance. Alors cette gouvernance, elle repose sur trois gros piliers. Le leadership politique, je ne suis pas très inquiet, je pense qu'on a une posée tout à l'heure. Une ingénierie transversale, là aussi vous avez, je crois, déjà réfléchi à les interfaces entre les différentes dimensions de votre projet. La question la plus difficile, vous avez une agence d'urbanisme, l'ODAP, qui travaille sur la transversalité. Le point le plus difficile, c'est comment vous faites rentrer les différents acteurs du jeu dans le système. Parce que si vous faites un PLUI qui est simplement contraignant, parce que le gros reproche qu'on fait aujourd'hui aux documents d'urbanisme, c'est qu'ils sont sur la contrainte. C'est-à-dire, on veut contenir l'urbanisation, contenir la gentrification, on veut tout contenir les émissions de gaz, on veut tout contenir, mais on fait rêver personne. Avec des interdictions, on fait pas rêver. Donc comment vous allez mobiliser des gens qui ont des envies de plus en plus diversifiées autour de votre projet? Ça, c'est une vraie question. Et qui, alors, pour la transversalité, un exemple que je cite souvent, c'est celui de comment Copenhague a réussi à faire passer la population de cyclistes de 10% à 40%, bon, avec des innovations, avec des interdictions, avec des subventions, avec des infrastructures, avec de l'éducation. Le vélo, pratiquement en maternelle, on apprend aux gosses à rouler en vélo. Et tout ça, ça fait 40% à l'arrivée. Donc la transversalité, c'est fondamental dans les stratégies urbaines, la façon d'interfacer ce qui va jouer la mobilité, l'habitat, etc. Par contre, en ce qui concerne l'individualisme et le projet collectif, là, il y a une question qui est vraiment fondamentale et que vous devez prendre en compte si vous voulez entraîner la population autour de votre projet. Hier, ce qui forgeait une population qui donnait le sens du collectif, ça pouvait être la famille, ça pouvait être la proximité, tout simplement parce que les gens n'avaient pas de voiture et qu'ils avaient un voisinage spontané immédiat, la représentation, ça pouvait être des croyances, des consciences de classe, des localismes, des cultures régionales. Aujourd'hui, il faut, bien sûr, ces éléments de cohésion n'ont pas perdu leur force, mais ils ne sont pas les seuls, il faut peut-être les repenser avec d'autres formes de famille, d'autres formes d'espace public. Les outils de mobilité, sûrement, qui sont un élément de cohésion aujourd'hui, on se rend compte dans les villes. Tout ce qui va être autour de la santé, de la nature, et puis l'interface entre, comme disait le président, être à la fois une capitale régionale, mais être ouverte sur le monde. Donc cette double appartenance entre un local et un extérieur très large est un élément important. Alors, bien sûr, vous avez fait vous aussi des travaux sur Pau 2030, il y a des éléments de prospective, mais ça dure qu'un temps. La question, c'est comment on bâtit une culture en fait du projet qui est dans la durée. Alors j'ai un exemple qui est Nantes, Rennes l'avait suivi d'ailleurs, c'était d'avoir une revue locale qui était une revue métropolitaine où on expliquait à la fois l'histoire du territoire, ses projets, on ouvrait la parole ou la tribune à éventuellement des gens qui n'étaient pas d'accord. Par exemple, quand il y a eu l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il y avait des écolos qui s'exprimaient contre, des gens qui s'exprimaient pour, mais ça c'est un élément qui permet de tisser, si vous voulez, autour d'un projet de territoire, une véritable culture qui est dans la durée. Pour une métropole, je crois que c'est tiré à 5000 exemplaires, il est lu par 20 000 personnes. Pour une métropole de 500 000 habitants, c'est pas nul. 20 000 lecteurs, c'est beaucoup d'étudiants, d'universitaires, de prescripteurs. Je crois que c'est un élément très important, c'est la façon dont vous allez trouver des outils pour bâtir une pensée collective qui ne soit pas réservée au cercle, certes très compétent que nous sommes ici, mais qui puisse diffuser dans la population. Alors, je crois qu'à chaque territoire, chaque ville est d'inventer son modèle. Aujourd'hui, il n'y a pas de... On m'avait demandé de parler de ville frugale. Oui, j'ai fait un livre sur la ville frugale.
mon idée, c'était de dire, je voyais que l'écologie devenait un peu punitive, c'est-à-dire qu'on était parti sur un système d'interdiction ou de normes, et d'autre part que ça allait emmener vers des coûts qui allaient être incompatibles avec les ressources des gens. Enfin, il faut voir que certains écoquartiers, je parle de Ginkgo à Bordeaux, on sort à 4 000 € le mètre carré. Donc, il y a un moment donné, il ne faut pas se contenter d'ajouter des mesures certes intéressantes. Donc la frugalité, c'est quoi? C'est pas du tout la pénitence, c'est au contraire, c'est un principe de plaisir, c'est comment obtenir le maximum de satisfaction avec le minimum de ressources, qu'elles soient financières ou écologiques. Donc c'était ça l'idée. Alors je crois que à partir de ces principes-là, ça laisse la porte à un très grand nombre de choix possibles. Et quand on regarde les métropoles, même certaines villes intermédiaires, on voit qu'elles se cherchent aujourd'hui, elles essaient à s'inventer des modèles autour de plusieurs paradigmes, de plusieurs références. Alors la première, c'est celle qui est plutôt produite par les très grandes villes, c'est la ville high-tech. On accepte les inégalités, mais on fait de la valeur. C'est toutes les mégapoles que vont refuser de plus en plus de gens, ceux qui seront précisément les clients pour les villes intermédiaires. Hein. Mais là, vous avez, par exemple, ça c'est une proposition de Xavier Niel, c'est pour loger, c'est le logement, c'est le dortoir pour geek. C'est à côté de sa couveuse pour start-up. Les gens qui n'ont pas les moyens de se payer un appart à Paris, ils vont loger dans des dortoirs. Alors, certes, moderne design, c'est quand même un dortoir. Oui. Donc, pour ceux qui ont été pensionnaires dans leur jeunesse, ça ne rappelle pas forcément des excellents souvenirs. Donc, vous voyez cette première option qui est de dire les villes ont des défis, mais on va les résoudre par la technique. On va la résoudre. C'est pas idiot, mais ça peut être aussi équilibré avec d'autres voies. Il y en a d'autres qui se disent, finalement, ce qui est important, c'est que les gens aient envie de vivre chez nous. Non, c'est le thème de la ville désirable. Donc on va essayer d'être fun, d'être attractif, créatif, et on va attirer des gens qui ont envie de... C'est la carte qu'a joué Nantes, avec un relatif succès, comme je vous l'ai dit, puisque c'était Nantes, c'est une ville relativement ennuyeuse, et qui a réussi à changer complètement son image de ce point de vue-là et à passer pour une ville et est devenue finalement une ville créative qui attire beaucoup d'artistes. C'est la carte également qu'a joué Berlin. Le maire de Berlin, quand il a repris la ville après la réunification, a dit, son slogan c'était « pauvre mais sexy ». C'était ça l'image de marque de Berlin, disant, et il a attiré effectivement tous les artistes d'Europe. Et aujourd'hui, ils sont en train de passer à la phase supérieure, c'est-à-dire que la ville est devenue tellement attractive que des entreprises de la Ruhr, pour recruter des ingénieurs, se déplacent de la Ruhr à Berlin parce qu'elles savent qu'elles vont trouver des cadres français ou européens qui n'iraient jamais vivre à Dortmund, mais qui veulent bien aller bosser à Berlin. Donc c'est une autre piste, et vous avez dans ce registre, je pense qu'une ville comme Annecy, qui est certes une ville intermédiaire chère, très déterminée par l'influence de la Suisse, mais joue beaucoup cette carte-là. Troisième option, c'est la ville soutenable. Alors là, vous allez avoir l'exposé, je crois, demain sur les slow villes lentes, slow city par Véronique Granger. Donc ce sera un modèle. Vous parlez des villes italiennes qui ont choisi la carte de l'écologie. Vous avez aussi des villes en transition britanniques. Alors l'idée, c'est un peu... Sinon, le Tarsi, une relative autosuffisance, le potager, le vélo, enfin, bon. C'est un schéma, économie circulaire, circuit court, etc. Quatrième option, c'est la ville abordable, c'est la ville qui va chercher absolument à être pas chère. Donc, et là, c'est peut-être des villes du nord de la France qui jouent cette carte-là. Alors, on va imaginer attirer des étudiants avec des formes d'habitat. Évidemment, ça ne s'intègre pas très bien dans l'architecture béarnaise, mais enfin, c'est pour vous montrer des options. Là, c'est l'habitat participatif à Bordeaux. On va marcher sur des systèmes de transport inspirés des pays émergents. Il y a des villes qui commencent à s'intéresser à ce genre de trucs. Bon. Troisième, et puis on voit que finalement, quand je regarde les stratégies de métropole, moi je les vois bricoler en essayant de faire des patchwork avec ces différents modèles. Alors ils se font un petit quartier de la création, puis un petit quartier high-tech à côté, puis un peu de numérique, et puis un peu d'écologie. On voit que tout le monde se cherche en fait actuellement. Et donc il n'y a pas de raison que vous aussi, vous ne cherchiez pas. Enfin, tout le monde en fait aujourd'hui se rend compte que le système
de la ville, normée de la construction des années 70 est mort, mais personne n'a encore vraiment trouvé le modèle alternatif, le modèle. Donc tout le monde est un peu en phase d'invention, de prospection, et je crois que c'est une période très intéressante, en tout cas pour les urbanistes. Donc pour conclure, si vous voulez, mon topo, je pense que aujourd'hui, les villes intermédiaires absolument sont un levier où je pense qu'elles font partie intégrante de l'identité française. Je crois qu'on est un des pays d'Europe qui a le plus de population qui vit dans ces villes-là. Hein. Si vous allez en Hollande ou en Belgique, les métropoles sont tellement proches que finalement on n'est pas du tout sur le même système. Qu'aujourd'hui, l'État a relativement peu conscience, qui a peu de vision d'aménagement de territoire global, et qu'en fait on est sur un système descendant qui est parti du Grand Paris en 2008, c'est-à-dire qu'à l'époque où le président Sarkozy avait lancé le mouvement en 2007 de la consultation du Grand Paris, en se disant, l'idée c'était Paris perd de la vitesse par rapport à Londres et New York, aïe aïe aïe, il faut qu'on fasse des choses, et les Jeux Olympiques sont la conclusion, enfin poursuivent cette ligne-là, et risquent d'ailleurs de détourner pas mal d'argent public sur la métropole. Il ne faut pas oublier qu'à Londres, quand Londres a eu les Jeux Olympiques, 70% des crédits publics britanniques ont été affectés sur la ville, ce qui est peut-être pas étranger au fait que les provinces ont voté pour le Brexit. Non, mais c'est vrai, qu'il y a eu une vision complètement centralisatrice du gouvernement britannique et quand on regarde la carte des votes oui et non au Brexit, elle est limpide. Hein, les métropoles, oui, et les territoires, les villes intermédiaires, non. Et donc aujourd'hui, il y a eu de premiers signaux d'alarme qui ont été tirés l'année dernière, notamment avec le lobbying de l'Association des villes de France, sur le thème, eh bien, ça ne va pas dans les villes intermédiaires, il y en a plein qui se cassent la figure, des centres-villes qui se vident, et en plus avec l'argument corollaire, c'est un terreau pour le Front National. Donc, si vous voulez, l'élément de dire, si vous laissez tomber les villes intermédiaires, vous avez le Front National, le président de la République, en disant, enfin, c'est cet argument-là qui a été utilisé. Bon, vous pouvez le juger, ça va là. Donc moi je crois qu'il y a vraiment là de la communication à faire, pas seulement sur Pau mais aussi sur le fait que les villes intermédiaires, c'est un enjeu vraiment très important. Et à mon avis, on en parle assez peu pour l'instant dans le paysage politique français. C'est pas un enjeu que j'ai vu émerger avec les dernières échéances présidentielles. Il y a une autre. Donc là, il y a vraiment, puisque le président qui a une voix forte, quelque chose à apporter là-dessus. Dernier élément, c'est que aujourd'hui, cet aménagement du territoire dont l'État ne s'occupe peu, il va revenir en priorité aux régions. Et les régions, jusqu'ici, avaient des visions relativement faibles de leur aménagement du territoire, puisque ça ne faisait pas partie de leurs compétences. Donc là, il y a des positions aussi à prendre, notamment sur l'orientation des transports, des TER, qui vont être des leviers fondamentaux de développement des villes intermédiaires. Comment vous allez être accroché à Bayonne, quelles sont les fréquences, quels vont être les travaux. Là, vous avez vraiment un élément à peser, c'est dans les nouveaux schémas régionaux d'aménagement et de développement territorial. Donc, ça pour vous dire que notre PLUI, il dépasse, la réflexion que vous menez actuellement, elle dépasse largement les enjeux simplement de la répartition spatiale, de l'occupation de votre territoire, elle est bien au-delà sur l'avenir de votre ville et de votre territoire. Je vous remercie.